Suite et fin de la présentation consacrée à l'organisation du vivant, de l'atome jusqu'à la biosphère. Pour éviter toute surchauffe de votre part, j'ai préféré couper ça en deux parties. Et donc là, on va tout simplement prolonger ce qu'on a vu précédemment, en sachant qu'on en était resté à la notion d'organisme. Un organisme qui n'est pas nécessairement humain d'ailleurs, il en existe bien d'autres, certains qui nous ressemblent, d'autres un peu moins. Certains organismes peuvent être très grands, d'autres sont beaucoup plus petits. C'est d'ailleurs le cas ultra majoritaire. Difficilement visible à l'œil nu, voire pas du tout, comme cette bactérie qui est un micro-organisme dont la taille est de l'ordre du micromètre. Dans le cas des organismes unicellulaires comme celui-ci, les niveaux d'organisation supérieurs qu'on a évoqués, comme les tissus, les organes ou les appareils, n'ont bien sûr pas lieu d'être. Alors, on va certainement pas lister tous les organismes peuplant notre planète, même si on se contentait des grandes catégories, on serait là pour un moment. On a ici seulement quelques exemples de ce qu'on peut trouver ici et là dans différentes zones continentales ou océaniques. Chacun de ces individus appartient à une espèce et on estime qu'il y a un total de l'ordre de 10 millions d'espèces sur Terre actuellement. La majorité est inconnue. Il s'agirait principalement de petits organismes peuplant les sols, les zones aquatiques et même la lithosphère, et donc qu'il reste à découvrir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a déjà identifié et décrit à peu près 2 millions d'espèces différentes au moment où je parle. Donc 10 millions, c'est une estimation assez consensuelle, mais qu'on ne pourra cependant jamais vérifier précisément. Prenons un exemple d'espèce, disons celle-là, qui est représentée ici seulement par un seul individu, mais évidemment un individu ne saurait être le seul membre de son espèce, à moins que celle-ci soit vraiment sur le point de disparaître. Non, si l'espèce existe, c'est que les individus se reproduisent, généralement depuis longtemps, pour former de nouvelles générations, avec des individus relativement semblables entre eux. On parle alors de population, ça c'est le premier niveau d'organisation écologique, c'est-à-dire au-delà de l'échelle du simple organisme. Une population, c'est un groupe d'individus qui appartient à une même espèce et qui vit dans un lieu donné. Donc il peut très bien y avoir plusieurs populations de la même espèce dans différentes zones géographiques. L'espèce de zèbre que je vous montre ici, c'est le zèbre des plaines, Equus quagga, selon la nomenclature binominale. Cette espèce ne vit pas isolée, mais au contraire, interagit avec d'autres espèces, comme par exemple celle-ci. Acinonyx jubatus, c'est le nom scientifique qu'on donne au guépard, et le guépard et le zèbre appartiennent à une communauté d'espèces, ce qu'on appelle aussi une biocénose. Contrairement à la population qui ne concerne qu'une seule espèce, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui peuplent un même milieu, ainsi que l'organisation au sein des espèces et entre les espèces. Donc concrètement, ça inclut tous les types d'interactions possibles, de compétition, de coopération, etc. Des interactions qui peuvent être directes ou indirectes, durables ou temporaires, et qui peuvent produire des effets très variés. Donc ça peut vite être complexe à décrire. On en a une illustration ici, avec cette scène dans laquelle vous reconnaissez les différents acteurs, des zèbres, donc première espèce, qui font tout leur possible pour échapper à un guépard, deuxième espèce. L'un qui est carnivore est clairement un prédateur de l'autre, qui est herbivore. On a aussi des espèces végétales, un peu difficile à identifier précisément sur la photo, mais on distingue au moins des arbres et des arbustes, et aussi des herbacées. Alors même si on ne le voit pas ici, on peut imaginer quand même qu'une partie de ces herbes servira de nourriture aux zèbres. L'ombre de certains arbres facilitera peut-être l'habitat des différents mammifères, etc. Alors, les interactions entre êtres vivants, elles sont nombreuses, elles sont dynamiques aussi, elles peuvent donc évoluer selon la situation, et les rapports de force ne sont pas toujours aussi évidents que ce qu'on peut croire au premier coup d'œil. Sur cette image, on voit des zèbres qui semblent coexister de manière assez paisible, avec des individus appartenant à une troisième espèce animale. Là, des animaux qui s'abreuvent, donc on est sur une interaction non plus entre espèces, mais avec le milieu. L'eau, effectivement, elle n'appartient pas au monde vivant, même si elle peut servir d'habitat à des organismes. Et puis, cette retenue d'eau, elle existe parce que la nature du sol fait qu'elle ne s'infiltre pas ou peu,
Et puis ça va dépendre aussi des précipitations, donc du climat. Et tout ça, encore une fois, dépasse le cadre strict de la biocénose. Voilà encore une autre illustration, avec cette fois un autre grand mammifère, des oiseaux perchés au sommet d'arbres, eux-mêmes dispersés au milieu d'une prairie sèche. Donc vous l'aurez compris, sur ces 4 images, on est quelque part dans la savane africaine, et là on est dans un véritable écosystème. Un écosystème, c'est un système écologique au sein duquel prennent part des interactions très nombreuses. C'est aussi un niveau supérieur d'organisation du vivant, mais avec cette fois-ci les interactions avec le non-vivant qui sont prises en compte. Le non-vivant, c'est l'atmosphère, l'eau liquide, le sol, la roche, etc. En résumant un peu, un écosystème, c'est la biocénose, que j'ai évoqué précédemment, plus ce qu'on appelle le biotope. Le biotope, c'est tout simplement le milieu de vie qui est caractérisé par son climat, par son relief, la nature de son sol, de son sous-sol, la distribution de l'eau, etc. Donc les écosystèmes, il en existe virtuellement une infinité, selon l'endroit où on va placer les limites, et pour des raisons pratiques, on rassemble parfois ces écosystèmes en zones plus étendues, comme celle-ci. Vous reconnaissez peut-être en haut à gauche la forêt primaire amazonienne, qui est un exemple de forêt tropicale humide. On en trouve en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est. À droite, c'est un désert semi-aride. Alors, on trouve celui-là dans le Colorado, mais il y a des paysages comparables dans d'autres régions du monde. Idem pour la taïga, qui est la forêt boréale, ou la toundra, composée principalement de mousse et de lichen, et que l'on trouve dans des climats froids, principalement quand on s'approche et même quand on dépasse les cercles polaires. On trouve aussi de la toundra en milieu montagnard. Ça, ce sont 4 exemples de biomes qu'on qualifie aussi parfois de macro-écosystèmes ou encore d'écozones, même s'il y a des petites nuances entre ces différents termes. On définit 8 principaux biomes à l'échelle des continents. Ce sont ceux qui sont indiqués dans le triangle. Et vous voyez que leur existence est conditionnée en grande partie par des facteurs climatiques. Selon la température, selon le degré d'humidité, ça ne sera pas la même végétation qui va se développer, donc pas les mêmes animaux qui vont occuper le territoire, et ainsi de suite. Selon les critères utilisés, selon le degré de précision recherché, le découpage en biomes va être plus ou moins différent. Ici, je vous montre une carte qui en propose 18, et chacun de ces 18 biomes est un ensemble d'écosystèmes à l'échelle continentale qui présentent des similarités au niveau du climat et des espèces hébergées. Il est nommé d'après la végétation qui prédomine. Alors, regardons le planisphère. Si on regarde la situation de la France, par exemple, on voit que plusieurs biomes sont représentés, notamment celui de la forêt tropicale humide, en Guyane, bien sûr, dans les Antilles et dans la plupart des territoires d'outre-mer, dans les océans Indien et Pacifique. On trouve aussi de la taïga, de la toundra, même du désert polaire, si on considère Saint-Pierre-et-Miquelon au large du Canada, ainsi que les terres australes et antarctiques françaises. En métropole, on est plutôt sur de la forêt tempérée à large feuille, un peu de forêt de montagne aussi, au niveau des Alpes et des Pyrénées, et enfin de la végétation méditerranéenne au sud. Alors arrêtons-nous là-dessus une seconde. Vous voyez que l'essentiel du pourtour de la mer Méditerranée appartient à ce biome, mais il y a d'autres zones géographiques assez éloignées qui présentent un climat similaire et une végétation proche. Donc maquis, garrigues, pinèdes. On trouve aussi ce genre de paysage en Californie, qui est à peu près à la même latitude. Et dans l'hémisphère sud, c'est la même chose dans certaines régions du Chili, de l'Afrique du Sud et de l'Australie. On n'oublie pas non plus que de très nombreux êtres vivants peuplent les océans, même si probablement les écosystèmes sont moins connus, sont moins bien caractérisés à ce niveau, et donc que le concept de biome est plus difficilement applicable. Peut-être plus mystérieux encore, le sous-sol, qui abrite aussi d'immenses quantités de micro-organismes qui sont capables de vivre à de grandes profondeurs, sous des kilomètres de sédiments parfois. Cette vie qu'on qualifie parfois d'intraterrestre, oui, d'intraterrestre, c'est ça,
pourrait représenter jusqu'à 15% de la biomasse totale. Si on fait la somme de tout ça, on définit alors ce qu'on appelle la biosphère, l'ensemble de la vie sur Terre, et ça ne va pas au-delà, puisque pour l'instant, la vie n'a pas été identifiée autre part que sur notre planète. Voilà, on a fini ce tour d'horizon de l'organisation du vivant, de l'atome à la biosphère. Vous avez compris que ces différents niveaux, en quelque sorte, s'emboîtaient les uns dans les autres. L'essentiel à retenir est ici. Alors c'est un peu long à lire, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour en prendre connaissance et en mémoriser les grandes lignes. Bon travail et à bientôt.